Eh bien, bonjour à toutes et à tous, à celles et ceux qui font notre vrai public, ça devient rare dans la période, et puis à toutes celles et ceux qui nous regardent via le site internet de la CGT ou sa page Facebook. Voilà. Il y a 150 ans, le 11 mai, que se passait-il? Eh bien, nos historiennes, ceux qui m'entourent et historiens vont nous le dire. J'ai cru lire quelque part qu'il s'agissait de la démolition de la maison de Thiers, le 11 mai. Est-ce que c'est véritablement une démolition? Nous le verrons ensemble. Bon, ben après avoir inauguré cette magnifique exposition dans notre patio Georges Ségui, nous allons avoir un temps de débat et relater cette commune de Paris de 1871. Et puis essayer de redonner vie à cette commune, ou est-ce est-il nécessaire de lui redonner vie, ou est-ce qu'elle est toujours vivante? Nous allons donc évoquer cette commune qui a fait et qui fait encore couler beaucoup d'encre et de salive, cette commune qui a 150 ans et qui est encore un sujet de débat et de controverse. Pour ce faire, nous avons trois invités que je remercie chaleureusement de leur participation. Alors je vais les présenter. Si je fais des erreurs, vous me corrigerez dans votre présentation. Mais Michèle Audet, qui est à ma droite, qui est mathématicienne à la faculté de sciences d'Orsay, Université Paris-Saclay, et écrivaine passionnée de la commune. Mais c'est déjà, j'ai fait une erreur, elle n'est pas de Paris-Saclay, elle est de Strasbourg. Voilà. Passionnée de la commune, de ses actrices et de ses acteurs, elle a publié 5 livres ayant pour thème la commune de Paris 1871, donc une magnifique biographie de Jeanne Varlet. Ces deux dernières parutions sont La Semaine sanglante, aux éditions Libertalia, et puis Comme une rivière bleue, Paris 1871, dans la collection Arbalète chez Gallimard. Ludivine Bantini, historienne, universitaire française, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rouen-Normandie. Erreur ou pas erreur? C'est bon. Et spécialiste plus de l'histoire de mai 68 et du contingent lors de la guerre d'Algérie. Cet auteur vient de publier La commune au présent, on en parlera tout à l'heure, qui est une correspondance par-delà le temps, aux éditions de la Découverte. Cet ouvrage est composé de lettres adressées à des communardes ou des communards, même si elle déteste cette appellation de communarde et communard, elle en préfère une autre, elle nous en parlera, afin de rendre la commune vivante et présente par un entrelacement des temps. Et puis Roger Martelly, historien, co-directeur de la revue Regard, coprésident de l'association des amis et amis de la commune de Paris 1871, auteur aussi de nombreux ouvrages sur l'histoire communiste et du mouvement social français. Il vient de publier aux éditions Arcane, Commune 1871, La Révolution impromptue. Cet ouvrage vise à faire le point sur ce que l'on sait de cette commune et ce qui permet de la comprendre dans sa richesse, mais aussi dans sa complexité. Donc notre ambition est double cet après-midi. Notre volonté de faire quand même un rappel, ou peut-être même pas un rappel, une découverte de ce que fut cette commune de Paris 1871. Elle a trouvé une toute petite place dans les programmes d'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, elle est un peu enseignée en première. Pour ceux qui font encore de l'histoire en première, parce que vous savez, avec les modifications des programmes scolaires, il y a cette histoire optionnelle où de nombreux élèves ne font même plus d'histoire en première. Mais cette commune reste encore fortement méconnue ou mal connue. Alors nous demanderons à nos invités quelle est leur représentation de la commune. La deuxième, on va plus relier la commune au temps présent et ce que représente la commune de Paris en 2021. Et pourquoi est-il important de la garder encore vivante? Donc je vais commencer par Michèle Audet. Je citais donc ces deux ouvrages. Le premier est une réédition, Comme une rivière bleue de 2017.
qui est un extrait d'un article de Vallès. Quelle belle journée, ou quelle journée, quelle journée, quelle journée. Et puis une édition que je qualifierais de scientifique sur la semaine sanglante, légende et conte, mais conte C-O-M-P-T-E. Voilà. Elle nous expliquera pourquoi très certainement. Alors le premier est qualifié de roman, mais un roman travaillé sur des bases historiques d'une rigueur absolue. Il permet de traverser ces 72 jours à travers des personnages, des actrices et des acteurs de la commune que vous faites dialoguer, que vous faites vivre en leur donnant beaucoup d'humanité, en allant, je dirais, presque jusque dans leur intimité. Et puis le deuxième ouvrage est un travail très scientifique qui est époustouflant. Voilà. On retrouve quand même là l'esprit de la mathématicienne qui, par un croisement de données, fait une sorte d'une part de défaire certaines légendes autour de la commune et puis de donner la réalité sur ces morts de la commune, de cette semaine sanglante, mais plus que la semaine sanglante, parce que des morts, il y en a eu avant, et des morts, il y en aura après. Car c'est un chiffre qui est aujourd'hui encore qui fait l'objet de beaucoup de débats. Hein. Alors, si on part des 6500 selon Ducamp, ou Robert Holmes, et puis pour retrouver les 30 000 sauf selon Camille Pelletan. Voilà. Vous avez donc réalisé un travail phénoménal qui nous explique, que vous expliquerez certainement. Voilà. J'ai le sentiment qu'au-delà des faits qui ont marqué cette commune, ce sont surtout les femmes et les hommes qui l'ont conduite, qui vous passionnent. Alors, Michel Audet, c'est quoi la commune pour vous? Vous montrez dans cette œuvre la pluralité des communards, des intellectuels, des ouvriers, des artisans, qui ont réalisé quelque part un rêve et que nous souhaitons maintenir en vie, quoi. Voilà. Alors dites-nous un peu, cette commune pour vous, c'est quoi? Alors, pour moi, ce qui est important et ce qui est original dans ce mouvement qui a été la Commune de Paris, c'est le fait qu'ils participent activement à ce mouvement et prennent la parole et prennent presque le pouvoir même, des gens à qui on ne donne jamais la parole. Donc c'est ce que le gouvernement a appelé la ville multitude. Et donc des gens très variés, des ouvriers, des ouvrières, mais pas seulement. Et ce qui me fascine le plus, c'est justement cette variété, cette grande quantité de gens très différents. Et la question qui me semble la plus intéressante pour moi, hein, sur l'histoire de la commune, c'est comment est-ce qu'on devient communard ou communeux, comme on disait à l'époque? Comment est-ce qu'on devient communard ou communarde? Comment on arrête de l'être? Comment on continue à l'être? Pourquoi on continue à l'être? Et pour certains, pourquoi on continue à l'être jusqu'à la mort? Puisque, en effet, ça s'est terminé dans le sang. Et puis, tout ça se passe... Tout ce mouvement se passe pendant une guerre, c'est-à-dire que donc la commune, comme vous savez, ça commence, on fait commencer ça le 18 mars parce que c'est le jour où le gouvernement est parti à Versailles. En réalité, les élections ont lieu le 26 mars. La commune, l'Assemblée communale prend ses fonctions le 28 mars. Et dès le 2 avril, l'armée versaillaise commence à attaquer Paris. Et donc c'est une guerre continue depuis le 2 avril jusqu'au 28 mai. La dernière semaine étant particulièrement dure, puisque dans le 21 mai, l'armée versaillaise réussit à entrer dans Paris. Et jusque-là, la guerre était autour des fortifications. Le 21 mai, l'armée entre dans Paris, réussit à entrer dans Paris. Et puis, bon, donc là, arrivent les massacres dont peut-être on parlera. Je vais juste corriger ce qu'a dit Gilbert. Donc, Comme une rivière bleue, c'est un livre qui date de 2017. En fait, j'ai écrit un autre livre, un autre roman qui raconte aussi une histoire qui se passe après la commune, mais qui est liée à la commune, qui est une partie de l'histoire de la répression contre la commune, qui est l'histoire de gens qui ont échappé au massacre
et qui ont réussi à fuir et qui passent une dizaine d'années ensuite comme réfugiés à l'étranger, en l'occurrence à Londres, dans le cas de ce livre. Donc le livre s'appelle José Meunier, 19 rue des Juifs. Voilà, donc c'est un roman, mais justement, il s'intéresse en particulier à la question des réfugiés, qui est une question, comme peut-être vous vous en rendez compte, qui est une question toujours actuelle, mais j'en parle pour cette période-là. Qu'est-ce que tu voulais que je raconte encore? Ce qui m'intéresse à partir de ton ouvrage, c'est qui étaient ces femmes et ces hommes. Voilà. Voilà. Alors, peut-être je vais donner des exemples. Voilà. Donc, les exemples, il y a toutes sortes de gens. Par exemple, on a reproché aux élus à l'Assemblée communale d'être des inconnus. Alors, c'est des inconnus, bien sûr, mais ils sont un peu moins inconnus que les autres. Donc, parmi ces inconnus, il y a aussi des gens extrêmement variés. Il y a des journalistes, beaucoup, parce que l'opposition au Second Empire avait été passée aussi beaucoup par la presse et par les journalistes. Donc il y a des journalistes, dont Jules Vallès, qu'on a nommé. Et puis il y a aussi évidemment beaucoup d'ouvriers. C'est le gouvernement dans lequel il y a eu le plus d'ouvriers de toute l'histoire de la France. Dont plusieurs particulièrement intéressants ont été formés au combat par l'Association internationale des travailleurs, la fameuse internationale, notamment Eugène Varlin, qui était un ouvrier relieur, Albert Hess, c'est celui qui a fait fonctionner la Poste pendant la Commune, et c'est celui dont il est question dans José Meunier, le réfugié, qui était un ciseleur, ouvrier en bronze, ou Léo Frankel, qui a été le premier ministre du Travail de toute l'histoire de France. Le suivant n'a été nommé qu'en 1906. Donc, on a parlé ce matin de la séparation de l'Église et d'État, qui avait mis 34 ans à avoir lieu, mais là, c'était encore plus long, 35 ans. Voilà, donc, voilà, c'est des gens comme ça qui font des choses tout à fait intéressantes. Il y a aussi des femmes, parce que si l'Assemblée communale est masculine, et si le vote est masculin à l'époque, et si la revendication du vote pour les femmes n'est pas complètement aboutie pendant cette période, il y a quand même d'autres choses très passionnantes qui se passent en dehors de l'Assemblée communale. Le vote n'est pas la seule expression de la démocratie. Loin de là. Donc, il y a beaucoup de femmes qui participent, par exemple, à une association qui est l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, autour de figures qui sont aussi internationalistes, comme Nathalie Lemel ou Elisabeth Dmitrieff. Et puis, il y a des femmes qui vont au club dans leur quartier et puis qui énoncent des revendications. Il y a un foisonnement de revendications qui sont énoncées sur la vie quotidienne. Et puis il y en a qui rentrent dans aucune de ces cases, comme une que j'aime beaucoup, et qui est Alix Payen, dont je vais dire 2 mots. Donc Alix Payen, c'est une bourgeoise. Elle est mariée avec un ouvrier bijoutier, donc un artisan, donc c'est une sorte de petite bourgeoisie, entre petite bourgeoisie et classe ouvrière. Elle habite le 10e arrondissement. Elle a été élevée dans une famille fourriériste, ce qui implique, sans rentrer dans les détails, ce qui implique en particulier une attention particulière au rôle des femmes. Donc c'était plutôt une éducation un peu féministe, disons. Et son mari est engagé dans la garde nationale, comme le sont les gens du quartier. Et elle décide de partir comme ambulancière, donc infirmière, dans le même bataillon, dans le bataillon de son mari. Elle participe à la guerre menée par Versailles contre Paris, donc elle s'engage le 17 avril, son mari est tué au mois de mai, et donc elle participe à cette guerre, en particulier au fort d'Issy, à Issy-les-Moulineaux, qui est un des moments importants de cette guerre à l'extérieur de Paris. Et elle écrit des lettres à sa mère pour lui raconter ce qu'elle fait, et c'est le seul texte, l'unique texte qui soit un témoignage direct à ce moment-là, écrit sur le moment de cette histoire, de cette guerre. Il n'y en a pas d'autre. Pour vous montrer que l'histoire de la Commune, ça reste à faire et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, ces textes ont été
Ces lettres ont été publiées par Charles Péguy dans les années 1910. Ils ont été republiés par François Maspero dans les années 1980. Et pourtant, Alix Payen n'existait pas, même pas dans le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mettons, avant qu'on décide, avec les éditions Libertalia, de republier ces textes. Donc, c'est un tout petit livre qui vaut la peine d'être lu. Et Alix Payen était une femme extrêmement courageuse et puis sympathique. Ce qu'elle raconte, bon, c'est la guerre. Le livre s'appelle, c'est une phrase de son texte, c'est la nuit surtout que le combat devient furieux. Donc elle est vraiment sous les obus versaillais, en particulier dans le cimetière d'Issy. Elle raconte avec beaucoup d'humour comment on s'abrite derrière les tombes, comment on choisit la tombe dans laquelle on va passer la nuit. Et c'est vraiment un très très beau texte. Et voilà. Donc ça c'est une possibilité de façon de devenir communard ou communarde. Qui est peut-être plus originale que beaucoup d'autres. Et elle le reste jusqu'à la fin. Son mari est tué. Hein. Donc, voilà, donc c'est de ces gens-là dont j'avais envie de parler. Moi, j'ai envie, après, avant de parler, pas de donner la parole à Ludivine Bantini, moi, ce qui m'a fasciné dans votre roman, c'est quand vous racontez ce qu'était la vie pendant la Commune. Parce que y compris quand on étudie la Commune ou quand on la regarde, c'est les discussions politiques, c'est les débats politiques, ce sont les décrets, c'est toute cette construction d'une république démocratique et sociale. Et vous, en parallèle avec ça, vous mettez cette joie qui existe pendant la Commune. Et moi, ça m'a... Voilà, c'est quelque chose qu'on n'imaginerait même pas. Et puis, malgré tout ce qui se passe, il y a les bombardements, il y a les Versaillais, il y a les Prussiens au nord. C'est une ville quand même avec des habitants qui sont affamés, qui vivent dans des conditions très difficiles. Et malgré tout, à la suite de cette élection du 26 mars, il y a une véritable joie, il y a une fête, etc. Et j'ai envie que vous nous parliez de ça, quoi. Oui. Alors, bon, c'est la vie. Bon, d'abord, ils sont un tout petit peu moins affamés qu'avant. Hein. C'est pas le siège prussien. Il y a la ville de Paris, pendant la Commune, n'est pas affamée. En particulier parce que, comme justement, il y a une partie, la partie est, c'est-à-dire ici, par exemple, c'était prussien. C'est occupé par les Prussiens. Là, eux, ils laissent passer la nourriture maintenant, que le siège est fini. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gros problème d'approvisionnement pour Paris pendant la Commune. Donc, ils ne sont peut-être pas si affamés que ça, si ce n'est que c'est des pauvres, ça, d'accord. Bon. Voilà, alors en fait, quand j'ai écrit Comme une rivière bleue, j'ai pensé à plusieurs choses. Bon, l'article de Vallès, dont le titre est tiré, bien entendu, mais surtout, j'ai pensé à un livre que j'avais lu il y a très très longtemps et que j'ai relu avec énormément de plaisir et d'intérêt, qui est La Proclamation de la Commune d'Henri Lefebvre, qui est un très très beau livre et qui raconte, qui dit des tas de choses très intéressantes du point de vue philosophique et politique, mais qui explique aussi à quel point la joie et la fête étaient importantes pendant la Commune. Et puis aussi, j'ai bénéficié d'une remarque d'un de mes amis qui m'a dit, vous allez me passer l'expression, qui m'a dit, quand on fait des fêtes comme ça doit baiser dans tous les coins. Et je me suis dit que certes, il avait raison, et que peut-être que j'allais en écrire une version un peu plus poétique, et je pense que c'est ça le chapitre. Il y a un long chapitre qui est écrit de façon en effet assez poétique sur les gens qui font l'amour après la fête de la proclamation de la Commune le 28 mars. Et il sort directement de cette remarque que ça devait baiser dans tous les coins. C'est ça que voilà. Alors, mais j'espère que ça va vous donner envie de le lire. Mais après, ce n'est pas absolument pornographique, je vous rassure immédiatement. Ça reste poétique. Je vous rassure aussi, mais je disais à Michel Bantini, ça m'a rappelé les grands mouvements sociaux, les grandes grèves, où il y a certes des moments très sérieux de réunion, de réflexion sur la continuité du mouvement, et puis il y a cette partie festive, parce qu'on est heureux d'être ensemble, et puis c'est la grève, et puis on est bien ensemble, quoi. Et je disais, j'ai retrouvé cette ambiance-là. On ne va pas te demander ce que tu faisais. Ludivine Bantini, à vous. D'abord, ça m'a fait très plaisir que vous soyez avec nous. J'ai adoré ce livre.
voilà, d'une originalité remarquable. Voilà. Ludivine Mancini se permet, dans ce livre, d'écrire aux actrices et aux acteurs de la commune. Voilà. Sauf que, en leur écrivant, elle nous montre le travail d'historienne qu'elle a fait, parce qu'elle est allée faire des recherches sur des acteurs de la commune, des actrices qui sont très peu connus, et elle est allée rechercher très finement ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient fait, etc., ce qu'ils avaient apporté dans ce moment-là, ce qu'ils avaient porté. Et puis elle leur raconte mais ce qu'a été la vie après la commune, et ce que, quelque part, les traces que cette commune leur a laissées. Voilà. Donc on va partir de l'histoire, déjà. Hein. Et j'ai envie de savoir un petit peu comment vous avez travaillé ce livre. Comment vous est venue cette idée déjà d'une originalité parfaite, quoi, hein, voilà. C'est étonnant. Comment vous avez travaillé ces courriers à chacune d'eux? Quel travail archivistique vous avez dû mener, mais c'est de la folie, quoi, hein, voilà. Et puis, vous aussi, un petit peu comme Michel Audin, vous êtes attaché à rendre la commune humaine, c'est-à-dire c'est avant tout des femmes et des hommes, quoi, voilà. Expliquez-nous un petit peu tout ce parcours que vous avez mené pour ce 50e anniversaire, ce livre puisse paraître. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais déjà quand même, avant de répondre à la question, vous remercier beaucoup parce que je suis très touchée d'être ici. Je trouve qu'il y a évidemment une continuité. J'ai beaucoup je suis moi-même syndiquée et beaucoup de respect pour cet engagement qui, à mes yeux, est un prolongement. Et puis, je suis tout particulièrement heureuse aussi de pouvoir discuter avec deux des meilleurs connaisseurs et connaisseuses de la commune, donc Michel et Roger. Et j'ai beaucoup puisé d'ailleurs au fur et à mesure de l'écriture. J'allais voir régulièrement le blog de Michel, qui est, bon, outre les livres, hein, qui sont vraiment très importants, et puis ce blog dont on n'a pas parlé, mais le blog que tient Michel, qui justement est vivant, et finalement c'est aussi une source d'inspiration. Pour rompre, je suis universitaire, j'ai beaucoup de respect pour les universitaires aussi, hein, pour le travail universitaire et académique, mais c'est vrai que là, un peu comme Michel, avec ses différents livres, qui sont eux-mêmes de registres variés, je voulais choisir une autre forme. Voilà. Et alors pourquoi? Parce que, en effet, ce qu'on dit beaucoup dans le sillage d'Eugène Pottier et dans le sillage de 150 ans, au fond, de mouvements ouvriers, de mouvements populaires, révolutionnaires, de mouvements sociaux, la commune n'est pas morte. Bon. Et j'avais vraiment envie de prendre cette formule au pied de la lettre. J'avais envie de la prendre au sérieux, dans sa consistance, dans son intensité, dans sa densité. Et donc, j'avais pas du tout, au départ, hein, cette idée d'écrire des lettres, mais ça m'est venu comme une évidence, en m'imprégnant des archives, en m'imprégnant des correspondances, des différents textes, mais aussi des romans. Voilà. J'avais envie de leur parler. Parce que je trouve que ces femmes et ces hommes ont vraiment beaucoup à nous dire aujourd'hui. Et donc j'avais envie, moi, de leur raconter ce que je trouvais en archives, parce que l'historienne ou l'historien en sait toujours plus et moins. Évidemment beaucoup moins parce qu'on ne vit pas, parce qu'on n'est pas justement dans cette effervescence incroyable. Et en même temps, parfois un peu plus sur certains moments, parce qu'on a des archives qu'on peut croiser. Donc, par exemple, dans les archives du service historique de la Défense, on voit pour le 18 mars, grâce aux archives de l'autre côté, de ceux et celles qui vont devenir les gens de la commune, c'est-à-dire du côté de l'armée, du côté de Versailles, du côté des ordres militaires, on voit comment l'armée grimpe sur la butte Montmartre. Et donc, je leur racontais aussi dans ces lettres ces doubles dimensions, en fait. Et puis, j'avais envie d'écrire ces lettres parce que je pense que, même s'il s'agit aussi de faire de l'histoire, il s'agit d'être, comme ça a été souligné à propos du travail de Michel, être rigoureuse, être méticuleuse dans ce rapport aux archives, mais en même temps on leur doit tellement, je sais pas, j'avais l'impression de leur devoir tellement d'éprouver de l'admiration, de l'affection, donc plutôt que d'être un peu à distance avec un style
habituel aux historiens et historiennes de l'université ou de la recherche, peu importe qu'il s'agisse de l'université, d'ailleurs, celles et ceux qui font de l'histoire. Voilà, cette forme de lettre me permettait vraiment de m'adresser à ces femmes et à ces hommes, et en effet, de partir de leur vie, à la fois de leur humilité, mais de leur courage incroyable, de leur précocité aussi. Par exemple, Michel citait Elisabeth Dmitriev, cette révolutionnaire russe qui a beaucoup fasciné en son temps. Elle avait 20 ans. Eugène Varlin, il a quoi, 29, 30 ans, 30, 31. Mais il a déjà, avant la Commune, évidemment, organisé tellement de, voilà, des marmites, des caisses de prévoyance, la caisse du sou, les grèves des ouvriers relieurs, etc. Donc c'est vraiment fascinant aussi, cette précocité, cette maturité politique. Et puis ce qui me passionnait aussi, c'était de trouver des femmes et des hommes ordinaires. Michel citait Alix Payen. On aurait beaucoup de noms à citer pour que justement la Commune ne soit pas, y compris dans nos propres mémoires du mouvement social, syndical, ouvrier, de la gauche, des gauches dans toute leur diversité, que la Commune ne soit pas écrasée par des figures tutélaires qu'on admire évidemment beaucoup, comme Louise Michel. Mais c'est vrai que réduire la Commune, et notamment les femmes de la Commune à Louise Michel, c'est dommage par rapport à cette effervescence incroyable, et notamment de toutes ces femmes en particulier, des culottières, des lingères, des cartonnières, des passementières, des piqueuses de bottines, etc. Les lavandières, bien sûr, les ambulancières, bon, qui ont joué un rôle majeur. En fait, Michel en parlait, déjà, c'est révolutionnaire pour l'époque que des femmes se sentent légitimes à prendre la parole, à intervenir dans les clubs, à se sentir vraiment dans la confiance qu'elles peuvent aussi discuter, décider, proposer, espérer, imaginer. Et donc ça aussi, c'est cette intensité du projet, des espoirs et de toutes ces mises en œuvre qu'il est vraiment fascinant de pouvoir raconter grâce aux archives et puis en entremêlant les fils du passé et du présent. Merci. Mais il y avait quand même en plus une représentation qui a été diffusée par les Versaillais. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que les communardes, les communardes, ou les communeuses, les communeux étaient quelque part des furies emportées par leurs idéaux, etc., sans foi ni loi, quoi. Voilà. Et vous montrez qu'il n'y a rien de tout ça, quoi. Rien de tout ça. Et y compris, comme c'est écrit, comme vous le dites, et comme c'est écrit, des femmes et des hommes, mais tout à fait communs, qui ont fait qu'une chose, c'est se réunir, se rassembler, réfléchir, investir, y compris des églises, puisque les églises devenaient des réunions de clubs, et puis réfléchir à leurs besoins, réfléchir à ce qu'il faudrait changer dans cette société pour retrouver l'égalité, pour retrouver la fraternité, pour retrouver la liberté, et qui construisent ainsi un projet de société et de république. Et je crois que, et y compris que dans votre ouvrage, il y a vous découvrez, il y a des passages de marins, puisque vous écrivez à quelqu'un qui est né pendant la Commune, quoi. Un bébé, hein, mais qui vous sert aussi à décliner d'autres éléments, quoi, voilà. Et j'ai envie que vous aussi, vous me parlez un petit peu mieux de ce qu'ils étaient, comment ils vivaient, et comment progressivement ça vient, cette idée de se rassembler, de discuter, d'échanger et de bâtir ensemble une république. Alors oui, c'est vrai que c'est très important déjà de partir de tout ce déversoir de haine, de mépris de classe en fait, hein. C'est bien de ça qu'il s'agit, les classes possédantes qui ont une détestation de ce que représentent les femmes et les hommes de ce peuple de Paris, comme de peuple de province aussi, parce qu'il y a aussi toutes ces tentatives d'en faire autant dans certaines villes, comme Lyon, comme Marseille, comme Saint-Étienne, le Creusot, Alger. Bon. Et donc,
face à ça, face à cette haine, à cette criminalisation, on les traite de vermines, on les animalise, on dépolitise leur action. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît toujours. Enfin, 150 ans après, on le sait, nos luttes, nos mouvements sont souvent regardés avec mépris, notamment par certains médias, etc. Donc, retrouver les hommes et les femmes qui ont eu cet espoir, parce que cet espoir, il nous est encore commun, je trouve qu'il nous est encore partagé, parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la justice sociale, l'égalité, l'émancipation, la dignité, ça c'est quelque chose de très important, la dignité, le sentiment extraordinaire de faire l'histoire, voilà, et de se référer à l'histoire. C'est très frappant. Moi, j'avais travaillé sur 68 il y a quelques années, et d'ailleurs, c'est aussi de ça que j'étais partie. Ah oui, c'est 68 arts. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup non plus le mot communard, mais encore une fois, ça me va très bien si on l'utilise. Mais les 68 arts, les communards, voilà. Et on sait, voilà, tout ce qu'on fait peser sur eux, de supposer responsabilité. Bon, un peu comme pour 68, je voulais retrouver au contraire le sens de leur élan. Voilà. Et leur pratique aussi, vraiment leur pratique. La commune, ça ne vient pas de nulle part, évidemment, ça ne surgit pas comme ça d'un ciel serein, ça ne vient pas ex nihilo. Le travail qu'a mené Michel, par exemple, sur Eugène Varlin, il est magnifique parce qu'il permet justement de comprendre, à la fois tous les réseaux d'entraide, de solidarité populaire, justement les caisses de prévoyance, les cantines populaires, les coopératives, le mutualisme. Évidemment, il y a une influence de Proudhon, qui est mort en 1865, mais on sait que le proudhonisme est très imprègne beaucoup, voilà, le mouvement ouvrier de cette époque. Il y a ce souvenir, encore une fois, des révolutions du passé. Je dirais que, pour employer un mot un peu consistant, il y a l'historicité de la commune, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes de la commune ont une conscience historique, une historicité au sens où il y a vraiment cette façon de mesurer qu'on entre dans l'histoire, à la fois humblement, mais aussi avec force. Donc on se souvient, par exemple, des femmes de la Révolution française. Et je parlais de 68, mais un peu après 68, il va y avoir des groupes femmes féministes qui vont se constituer, dont l'un, par exemple, va s'appeler groupe Elisabeth Dimitrieff, qui vont rechercher l'histoire des femmes de la commune, qui vont citer leurs textes, et en fait, d'un siècle à l'autre, elles citent des textes de femmes de la commune qui elles-mêmes se réfèrent aux femmes de la Révolution française. Et donc, il y a aussi cette espèce de souhait d'être fidèle à un certain héritage de ce passé révolutionnaire, cette mémoire aussi, parce qu'il y a une grande vigilance à l'égard de la République. Enfin, évidemment, pas l'aspiration à la République. Cette République, pendant la Commune, comme avant, en 1848, on appelle la belle, la sociale, celle qu'on espère véritablement juste. Plus tard, l'un des membres, enfin l'un des hommes de la commune, Maxime Lisbonne, aura cette formule que je trouve toujours intéressante à méditer. Liberté, égalité, fraternité, c'est beau comme devise, dommage que ce soit platonique. Et voilà, et c'est ça, l'idée c'est que liberté, égalité, fraternité, aujourd'hui on ajouterait même sororité, parce qu'il y avait de la sororité sous la commune, ce n'était pas un mot de l'époque. Il faut que ça soit autre chose que platonique, il faut que ça soit vivant. Et donc on se souvient qu'en juin 1848, c'est un gouvernement républicain qui a massacré l'insurrection ouvrière. Donc on se dit, voilà, il ne suffit pas qu'il y ait la République, il ne suffit pas qu'il y ait le suffrage universel avec beaucoup de guillemets, puisque les femmes n'ont pas le droit de vote. Et comme le soulignait Michel tout à l'heure, les femmes sous la commune, par exemple, elles ne le revendiquent même pas. Parce que pour elles, être citoyenne, c'est pas mettre un bulletin de vote, c'est autre chose. C'est justement participer aux réunions, participer au club, se dire qu'il faut s'émanciper. S'émanciper des propriétaires qui font peser un joug terrible en exigeant les loyers dans n'importe quelle condition, même quand c'est la misère la plus totale, sous le siège. Donc, moratoire des loyers. Grande méfiance à l'égard de certains propriétaires, gros propriétaires, dans le monde de l'industrie, de la fabrique, des ateliers. D'où la réquisition de certains ateliers laissés vacants. D'où la réquisition avec prudence, parce qu'on ne veut pas passer pour la canaille, justement. On ne veut pas passer pour la vermine, les voyous, les bandits, les vauriens. On veut être respectueux d'une certaine légitimité. Donc on va être prudent et finalement, réquisition de certains logements laissés vacants, parce que les classes privilégiées ont pour certaines quitté Paris,
quand les bombardements détruisent déjà la ville. Donc, s'organiser pour s'émanciper par le travail, comme le font les femmes, notamment dans cette union des femmes, s'émanciper par le travail, mais de sorte que les productrices et les producteurs reçoivent l'intégralité de la valeur de leur production, qu'il n'y ait plus les intermédiaires. Au fond, voilà, c'est les capitalistes eux-mêmes. Hein, la commune, globalement, elle est, on va dire, c'est une république sociale. Un grand courant de la commune est socialiste, alors avec tous les courants ensuite entre les proudhoniens, les blanquistes, bien sûr, les jacobins, les collectivistes. Bon, il y a, on le sait, un foisonnement de courants, mais globalement, la matrice commune, on peut la nommer du mot socialisme, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que la justice sociale soit réalisée, y compris en se posant la question justement de l'émancipation du travail par rapport au poids du capital. Par exemple, s'émanciper par rapport aux tutelles autoritaires, par exemple celle de l'Église catholique, bien sûr, la séparation de l'Église et de l'État, l'œuvre scolaire qui est extraordinaire. J'écris une lettre à Maria Verdure, qui est parmi ces institutrices et ces instituteurs qui ont un courage incroyable, qu'il avait déjà sous le Second Empire, en ouvrant des écoles gratuites, des écoles laïques, des écoles qui vont vraiment aussi chercher l'émancipation des enfants, qui refusent cette sorte de militarisation, cette école d'ordre. Voilà, je dis militarisation parce que je pense à ce que fera aussi l'école de Jules Ferry avec ce qu'on appellera les bataillons scolaires. Quand même, l'école de Jules Ferry, par rapport à l'école de la Commune, c'est une école d'ordre moral, d'ordre social. Alors que les propositions et le début d'œuvres scolaires de la Commune, c'est vraiment, encore une fois, faire confiance dans l'enfant, faire en sorte qu'on prenne la mesure de ses capacités créatrices, de son esprit critique, de son intelligence. Enfin voilà, donc émancipation, affranchissement, justice sociale, égalité, l'art, bien sûr, l'art pour tous. Comme pour l'école, on ne veut pas qu'il y ait d'un côté une école pour le peuple et une autre école pour les élites. Non, tous les enfants ont le droit d'avoir accès à toute la culture, les savoirs, les savoir-faire manuels, intellectuels et l'art. La Fédération des artistes, pour que à la fois ces artistes puissent s'émanciper des mécènes bourgeois qui font leurs commandes et donc ont leur mot à dire sur l'art, mais aussi pour que le peuple puisse librement non seulement avoir accès à l'art, mais mesurer ses propres capacités artistiques. Donc ce sont des espérances très fortes, avec, même si au total ça a duré 72 jours, enfin voilà, en effet entre le 18 mars et le 28 mai, c'est quand même impressionnant, cette œuvre de la Commune, y compris avec des mesures qui peuvent sembler très précises. Par exemple, l'abolition du travail de nuit des ouvriers boulangers. Mais derrière tout ça, il y a une responsabilité très forte de la Commune. Il y a d'ailleurs des débats contradictoires, hein, parce que la Commune, elle n'est pas toute une, la Commune. Elle n'est pas homogène. Il y a des divisions, il y a des dissensions, des divergences, vraiment sur pas mal d'aspects. Par exemple, travail de nuit, est-ce qu'on est légitime? Est-ce que nous, le Conseil de la Commune, on est légitime à légiférer sur ceux qui regardent les patrons, les ouvriers, hein. Certains élus de la Commune vont dire « Oh là là, mais il faut que les ouvriers négocient avec leurs patrons ». On connaît ce discours, alors que, voilà, notamment Léo Frankel, qui est à la Commission du Travail, de l'Industrie et de l'Échange, va dire « Ah ben non, mais s'il y a bien une mesure vraiment socialiste qu'on peut réaliser, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les ouvriers face à leurs patrons. » Voilà. Interdire le travail de nuit, c'est fondamental justement si on veut véritablement respecter notre idéal d'émancipation. Et d'un côté, du coup, donc il y a cette mesure, il y a une immense manifestation, enfin, à l'échelle des ouvriers boulangers, de ces ouvriers boulangers qui viennent manifester pour dire leur gratitude à l'égard du Conseil de la Commune, lequel dit « mais non, mais c'est bien élémentaire ». Et puis de l'autre, je le cite parce que c'est d'un cynisme assez époustouflant, il y a les patrons boulangers qui sont très furieux, évidemment, qu'on prenne une telle mesure qui empiète sur leur liberté de patron. Et dans ce cynisme, parmi les arguments, il y a en plus, vous nuisez aux intérêts des ouvriers boulangers parce que vous les privez du travail de nuit et donc vous les privez de la fraîcheur de la nuit. Voilà. Jusqu'à présent, ils travaillaient la nuit, c'était la fraîcheur de la nuit. Enfin voilà. Donc tout est là.
c'est un rapport de classe, évidemment, c'est un rapport de classe sociale. Et donc face, encore une fois, à la haine qui se déverse sur eux et sur elles, retrouver leur projet, leur dignité, leur force, leur courage, bah oui, c'est quand même bien le moins de ce qu'on peut faire, étant donné ce qu'on leur doit encore aujourd'hui. Je vais juste dire je vais ajouter un tout petit truc sur les ouvriers boulangers. Puisqu'on a parlé de ce qui se passe avant la commune et puis qu'on a parlé aussi de Jeanne Varlin, en fait, c'est une revendication des ouvriers boulangers qui date de bien avant la commune et qui a été soutenue par des sections de l'Internationale à Paris. Et en particulier, Jeanne Varlin avait fait remarquer ce que vient d'expliquer Ludivine. On n'est pas en train de discuter d'une mesure, de parler d'une mesure à discuter entre ouvriers et patrons. On est en train de parler d'une question de santé publique. Alors, puisque ici on est à la CGT, il faut dire quand même, on est des siècles avant Matignon, Grenelle et tout ce que vous voulez. Que l'État intervienne dans les relations entre patrons et ouvriers, c'est quelque chose de absolument radicalement nouveau. C'est pour ça que cette histoire de travail de nuit des ouvriers boulangers est si importante. Parce qu'en effet, c'est la seule mesure socialiste prise par la commune, comme dit Frankel. Mais en même temps, puis bon, alors d'abord, il faut rassurer tout le monde, hein, abolir le travail de nuit, ça veut dire qu'ils ne commencent pas à travailler avant 5 heures du matin. C'est pas qu'ils arrivent à 9 heures, qu'ils mettent leurs pieds sous la table. Bon, soyons clairs. Donc c'est quelque chose que je trouve réellement important et puis qui montre bien que ce qui se passe à la commune, du point de vue des mesures sociales, eh ben, ça a été vraiment préparé en amont par l'Internationale et en particulier par des gens comme Jeanne Varlin ou Léo Frankel. D'ailleurs, il le dit au cours du débat à la commune, Léo Frankel, il dit c'est une question qui a déjà été discutée longuement et qui a été étudiée longuement déjà par Varlin, Malon et d'autres gens. Voilà. Donc c'est juste un petit truc que je voulais ajouter à ce sujet. Merci. Je pense que c'est important. Merci. Roger Martelly, la révolution impromptue. C'est une définition en soi, quoi. Voilà, hein, mais il va quand même un peu nous l'expliquer, cette révolution impromptue. Ne nous y trompons pas. Tu essaies par cet ouvrage de donner quelques clés de compréhension, hein, de cette commune, comme on l'a dit, dans sa diversité et dans sa complexité, quand même. Alors, Roger Martelly commence son ouvrage en disant attention, hein, je ne suis pas le spécialiste attitré de la commune, avec beaucoup d'humilité, hein, voilà. Je pense quand même qu'il a quelques connaissances sur le sujet. On va s'attacher un petit peu, après on viendra sur les autres parties, sur la première partie de ton ouvrage où tu t'attaches, d'ailleurs tu commences comme ça, hein. Qu'est-ce que la commune, quoi? Voilà, à expliquer ce qu'est cette commune. Roger Martelly ne dit pas les 72 jours de la commune, il dit les 73 jours de la commune. Voilà. Il va jusqu'à Vincennes. mais il le justifie, hein, c'est quand la garnison du fort de Vincennes se rend. Et puis il y a tout un chapitre sur le travail de la commune, qui est un travail conséquent. Voilà, j'aimerais que tu nous donnes envie de replonger, parce que alors je trouve qu'il a réussi un exploit, hein, à synthétiser dans cette partie qu'est-ce que la commune, c'est 73 jours, de façon très agréable à lire, mais alors avec une précision d'historien, bien entendu. Donc c'est quoi cette commune? D'où elle vient? Oui, bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis ravi d'être ici, évidemment. D'abord parce que c'est la maison de la CGT, parce qu'on parle de la commune, et quand même, s'il y a des héritiers de la commune, je ne dis pas qu'il y a des héritiers privilégiés, mais le mouvement syndical, pour une part, j'allais dire, est un enfant de la commune, puisque les chambres syndicales n'ont pas été pour rien dans le déclenchement et surtout dans le travail accompli par l'Assemblée communale, et d'autre part, évidemment, le mouvement ouvrier, dont le syndicalisme est une composante à part entière, a été porté par l'expérience de la commune. Évidemment, c'est ça qui est intéressant. C'est un moment, et c'est un moment qui s'inscrit dans une durée qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui.
c'est vrai que je ne suis pas historien du tout de la commune, du tout. Mon travail, c'est le communisme français en particulier. Mais je me suis passionné pour la commune, à dire au vrai, depuis un demi-siècle. Hein. Pour moi, c'est le centenaire de la commune qui m'a fait découvrir la commune de Paris par la profusion de livres et de débats de cette période. Et ça continue à me passionne encore aujourd'hui parce que, avec la commune de Paris, on est devant un événement quand même sans équivalent, inédit dans l'histoire française. La commune, pour moi, ça vaut la peine de se passionner pour elle. D'abord parce que c'est une révolution. Alors on va dire, c'est la troisième révolution du 19e siècle, après celle de 1830 et de 1848. C'est une révolution donc. C'est donc un de ces moments dans lequel une population, on va dire un peuple, se dresse contre ce qui est considéré comme une fatalité, un ordre fatal contre lequel on ne peut rien faire. Et là, une révolution, c'est un de ces moments où des hommes, des femmes et des hommes, dans leur diversité, se mettent en mouvement et changent l'ordre des choses. Donc, ce qui est intéressant dans la commune, c'est que c'est une révolution. C'est une révolution populaire, une fois de plus, mais avec une caractéristique un peu originale. C'est que les révolutions précédentes ont été des révolutions populaires, mais des révolutions, j'allais dire, qui, une fois qu'elles ont triomphé, ont été d'une certaine manière détournées par d'autres de leur objectif, de leur idéal. Ce sont en général des gens du peuple qui font la révolution, et ce sont plutôt des gens appartenant aux classes dominantes qui en tirent le bénéfice politique. Or là, en 1871, au printemps de 1871, c'est tout autre chose qui se passe. Il y a une révolution nette, sans bavure, tellement nette et sans bavure que Thiers, qui est un personnage détestable, mais qui a oublié d'être bête, comprend qu'il a intérêt à se dégager de la capitale, avec dans l'idée qu'il va revenir un petit peu plus tard avec d'autres moyens, mais il a compris que la partie, en gros, risque d'être perdue. Et de fait, qu'est-ce qui se passe après? C'est que, au lieu d'une certaine manière de laisser d'autres tirer le bénéfice de leur victoire, les acteurs de la commune mettent en application quelque chose qui ne s'était pas fait jusqu'à présent. D'abord, ce qui se met en place, c'est, alors, ils ne savent pas très bien s'ils sont simplement une assemblée communale ou un gouvernement, ambiguïté féconde. Mais en tout état de cause, c'est une assemblée qui est composée d'individus, alors masculins, bien entendu, les femmes n'ont pas le droit de vote, sont écartées de la politique institutionnelle, mais pour la première fois, l'assemblée qui se met en place est à l'image de ceux qui les élisent. C'est-à-dire que dans cette assemblée, les catégories populaires et d'abord les ouvriers sont majoritaires. Ça ne s'est jamais fait auparavant, et forcé de constater que ça ne se fera pas non plus après. Et donc, on a donc un gouvernement à l'image de la population. Mais il y a plus que ça. C'est ces gens qui sont élus par le peuple, dont ils sont issus pour l'essentiel, considèrent qu'ils ne sont pas tout-puissants, mais qu'ils sont des mandataires. Mandataires, c'est la vieille idée qui sort de la sans-culotterie, qui est celle de la démocratie mandataire. Celui qui est élu a un mandat qu'il doit impérativement mettre en application. Et donc, ils considèrent qu'ils sont des mandataires, et des mandataires qui ont comme boussole quelque chose qui s'est formalisé dès 1848-1849, qu'on appelle la République démocratique et sociale, rajoutant et universelle. Ludivine a dit tout à l'heure, méfiance à l'égard non pas de la République, mais de certains républicains.
parce qu'on se réclame de la République, mais la vraie République, la bonne République, la République démocratique et sociale. Or, la République démocratique et sociale, depuis 1849, c'est tout simple. C'est une République dans laquelle on considère que les valeurs fondamentales définies comme le socle de la République depuis 1848, liberté, égalité, fraternité, comme le disait Ludivine, ne doivent pas être des mots, mais doivent devenir des réalités. L'égalité, oui, mais pas seulement l'égalité juridique, l'égalité de conditions. La liberté, citoyenneté, oui, mais une citoyenneté qui doit être active, pas seulement représentative, qui délègue à d'autres le pouvoir d'intervenir. Et fraternité, oui, mais la fraternité du partage, du bien commun, de quelque chose qui nous fait sortir de l'état de la concurrence et du rapport de puissance. Et donc, ce qui sort de cette révolution, c'est non seulement un type de gouvernement comme on n'en a jamais connu auparavant, mais qui plus est, qui va essayer de mettre en œuvre quelque chose qui ne s'est jamais fait auparavant. Et c'est vrai qu'ils tentent de le faire. Alors, 72, 73 jours, une petite coquetterie de discuter là-dessus. Oui, mais là-dessus, évidemment, l'essentiel consacré à la guerre. En fait, l'Assemblée, elle légifère pendant 54 jours. Or, sur 54 jours, il n'y a que 5 jours de paix. Tout le reste, c'est de la guerre civile. Et pendant ces 54 jours, ces hommes, puisqu'il s'agit d'hommes, mais appuyés sur un mouvement dans lequel les femmes ont un rôle comme jamais auparavant, pendant 54 jours, il faut faire la guerre. Il faut remettre en marche des administrations totalement désorganisées et par le siège et par l'abandon du gouvernement. Il faut répondre à des questions de ravitaillement, mieux que ça n'a été fait pendant la période du siège. Les conditions étaient moins difficiles. Il faut en même temps engager les réformes qu'on s'était engagé à faire pour être dans l'esprit de la République démocratique et sociale. Et en gros, quand même, dans des circonstances d'une difficulté extrême, dans, une assemblée, n'oublions pas aussi, une assemblée, ce n'est pas une assemblée de professionnels. Ils s'engagent, pour la première fois, ils sont en charge de la gestion, à un moment donné, d'une société tout entière. Et ils le font avec deux choses, à la fois une ligne de conduite. Ils ont un projet d'une certaine manière, pas un programme. Hein. On a souvent parlé du programme de la commune, il n'y a pas de programme de la commune. Par contre, il y a, j'allais dire, une ligne directrice et tout à la fois de la détermination et du pragmatisme. Et je trouve que, cet équilibre de la détermination du projet, de l'ambition révolutionnaire et du pragmatisme est intéressant. Et ils font ce pourquoi ils ont été mandatés. Il faut répondre aux besoins concrets de la population, la quotidienneté. Et la quotidienneté, à l'époque, c'est le logement, c'est le crédit, c'est l'alimentation, c'est évidemment la santé et au-delà, l'école. Ils travaillent sur ces questions-là. Mais ils ne font pas que ça. Ce n'est pas simplement le quotidien. C'est effectivement, pour la première fois, la prise en compte de la réalité du travail. La révolution de 1948 avait proclamé le droit du travail. Mais ce que font les communards, c'est plus que ça. C'est pas simplement reconnaître le droit au travail, c'est se dire on va mobiliser la société pour évaluer les possibilités du travail et donner du travail à ceux qui n'en ont pas. Poser la question du travail, c'est dire le travail, c'est pas simplement la monarchie patronale. C'est on va mobiliser les ouvriers eux-mêmes, soit sous la forme des coopératives qui sont officiellement encouragées, soit sous la forme de la participation des chambres syndicales, qui sont sollicitées pour évaluer à la fois les besoins et les possibilités de répondre aux besoins, ou l'union des femmes,
les femmes n'ont pas le droit de vote, mais l'Union des femmes fait officiellement partie des interlocuteurs de la commune sur la question du travail des femmes en particulier. Mais poser la question du travail, c'est poser la question de la formation, d'où la formation professionnelle est ouverte aux filles. Or, ouverte aux filles, on peut se dire, ben oui, ça va de soi. Ben ça ne va pas de soi à l'époque. Parce que l'entrée des femmes sur le marché du travail, ce n'est pas unanimement salué dans la population. Il y a ceux qui disent que la femme s'attire le salaire vers le bas. Or, que fait la commune? Sollicite les femmes et permet aux femmes d'accéder à l'enseignement professionnel, ce qui tendanciellement fait monter vers le haut la valeur de la force du travail, etc. Je termine avec deux petites idées, toutes petites. La première, c'est la commune a une conception globale de ce qu'est le fonctionnement de la société. Elle se préoccupe du quotidien, mais pas que du quotidien. Elle se préoccupe de ce qu'on appelle le social, mais pas que du social. La question de la culture, la question de la démocratie, la question à un moment donné de la formation, tout ça est intégré dans la conception du social. C'est-à-dire une vision globale de la société et de sa transformation. Et la toute dernière remarque qui fait à mon avis aussi un intérêt de la commune, c'est l'expression à un moment donné de la colère, à la fois patriotique et sociale, mais peut-être si on a le temps on reviendra là-dessus, mais expression d'une colère qui fait que l'on se met en mouvement contre ce qui est inacceptable. Mais cette colère, à l'époque, ne débouche pas simplement sur du ressentiment. C'est une colère qui est adossée à une espérance, à l'idée à un moment donné que l'on peut bâtir une autre société que celle de l'inégalité, de la concurrence et du pouvoir réservé à quelques-uns. La colère accolée à l'espérance, j'allais dire d'une certaine manière, ça a été la clé de la dynamique du mouvement ouvrier. Et je dirais que d'une certaine manière, une des questions qui nous est posée aujourd'hui, n'est-ce pas quand même de faire en sorte que la colère, pour ne pas devenir ressentiment, puisse s'adosser aussi à un projet et à une espérance. Et de ce point de vue, à la fois parce qu'elle a fait et parce qu'elle portait symboliquement, la commune mérite d'être observée, commémorée, célébrée, et j'espère d'ailleurs que le 29 mai, nous serons beaucoup à célébrer cette commune dans les rues de Paris en montant ensemble au mur et massivement ce qu'on a pu faire depuis bien longtemps, mais que nous allons réussir le 29 mai. Si tu me permets, Roger, le titre de cet ouvrage, La Révolution impromptue. Moi, j'ai envie que tu expliques à nos auditeurs ou aux spectateurs pourquoi ce titre, et comme tu me le disais un peu tout à l'heure, une révolution qui arrive à un moment où elle n'aurait jamais dû arriver, quoi. Voilà. Et quel a été le moteur? Impromptu ne veut pas dire inattendu. Les éléments qui permettent de comprendre pourquoi s'est déclenché ce mouvement formidable du printemps 71, ils sont profonds, ils remontent loin, ils remontent même très loin, puisque quand même cette idée révolutionnaire, elle se structure dans le mouvement populaire de 1789-1794. Il y a un mouvement d'accumulation qui se produit sous le Second Empire, avec le développement d'un mouvement ouvrier moderne, avec notamment le développement des chambres syndicales après toutes les expériences antérieures. C'est, j'allais dire, le mouvement de politisation intense qui commence dans la période finale du Second Empire et qui s'accentue avec le siège. Il y a de ce fait à la fois poussée du mouvement ouvrier et poussée du parti, enfin de ce qu'on appelle le parti républicain, c'est-à-dire parti, c'est pas au sens du parti moderne, mais le mouvement en gros des républicains dans toute leur diversité. Il y a tout ça
Il y a les circonstances du siège qui font monter l'exaspération patriotique d'un côté et l'exaspération sociale. Parce que quand même, dans le siège, j'allais dire, ceux qui sont enfermés dans la nasse de Paris sont dans une situation peu enviable, mais selon qu'on habite l'ouest de la capitale ou l'est de la capitale, c'est pas la même chose. Et donc il y a l'exaspération devant le surcroît de sacrifices imposés aux catégories populaires. Il y a tout ça. Et tout ça, évidemment, c'est ça qui fait que cette accumulation, j'allais presque dire, de raisons de se révolter, s'est accumulée au cours des années. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que de l'accumulation du mal-être, que de l'accumulation de l'impatience, que de la colère, naît, j'allais dire, une flambée révolutionnaire extraordinaire. Ce qu'on observe dans les semaines et les mois qui précèdent le déclenchement de la Commune, c'est tout à la fois, évidemment, l'affirmation républicaine de Paris. Paris est républicaine alors que la majorité de la France ne l'est pas. Mais en même temps, ça n'est pas nécessairement, j'allais dire, les plus à gauche, les plus révolutionnaires qui semblent tirer profit, j'allais dire, de cette situation. Non. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans le mouvement de la Commune, c'est que tout à la fois, il y a de fortes raisons qui expliquent qu'à un moment donné, quelque chose se déclenche à Paris. C'est par le hasard, si c'est à Paris, et à ce moment-là que ça se fait. Et en même temps, s'il y a l'étincelle, c'est aussi parce qu'il faut tenir compte à un moment donné, j'allais dire, de l'intervention consciente des hommes. Je donne un exemple, on parlait de Frankel. Au début mars, l'Internationale se réunit. Que faire vis-à-vis de la garde nationale? Jusqu'alors, les internationaux sont, j'allais dire, prudents à l'égard de la garde nationale, qui évoque encore quand même la milice bourgeoise d'autrefois. Et le 1er mars, débat dans l'Internationale. Frankel dit il faut y aller. Varlin, pardon, je dis Frankel, c'est Varlin. Justement, c'est parce que tu parlais de Varlin tout à l'heure, je me disais, ben voilà, le Varlin, c'est Varlin qui dit il faut y aller parce que c'est là que ça se passe. Et c'est la garde nationale qui a la plus forte influence dans la population parce qu'elle est garde, parce qu'elle est militaire contre la capitulation. C'est là qu'il faut aller. Et d'autres disent non. Tate, par exemple, dit attention, c'est bourgeois, donc méfions-nous. Ben, c'est Varlin qui gagne. Mais du coup, ils s'investissent dans la garde nationale, et quand il y a les élections le 15 mars, ben, non seulement les internationaux sont les plus nombreux dans le comité central de la garde nationale, mais ceux qui amènent le peuple. C'est-à-dire cette garde nationale est à la fois très à gauche et très ouvrière, très populaire. Or là, j'allais dire, c'est de l'initiative. Au fond, il aurait pu en être autrement. Voilà. Et toute cette histoire, pour moi, c'est l'histoire de cette idée à un moment donné que l'histoire, certes, est déterminée, mais que l'histoire, c'est pas de la fatalité. L'histoire, c'est aussi le choix de groupes et des individus où des personnalités peuvent tirer dans un sens ou tirer dans l'autre. Et c'est ça, moi, que je trouve passionnant. Après, évidemment, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Et la commune a beaucoup voulu. Malheureusement, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, évidemment, de son projet. Mais ça, j'allais dire, c'est quelque chose qui me passionne toujours, hein, cette tension entre la détermination et la responsabilité et le poids des individus même. Je trouve ça passionnant en histoire. Merci Roger. Alors que j'ai dit, on va évoquer la commune, et puis retracer cette histoire à commune, et puis après la relier au présent. Michel Audin m'a dit, moi, c'est pas l'objet de mon travail. Voilà, elle était claire. Voilà. Néanmoins, vous verrez que dans son roman, mais il y a un personnage qui a un ordinateur, qui prend le métro, qui se balade. Mais oui, bon, c'est vers vous que je vais me tourner. Il y a ce personnage qui traverse le livre quand même, qui est un personnage qui est
bien présent, mais on ne sait pas s'il rencontre des gens du passé ou s'il rencontre des gens du présent. Il y a comme ça un flou qui est réservé. Quand même, bon, donc la commune dans le présent, mais j'ai envie aussi que vous me parliez de cette semaine sanglante. Voilà. Parce que cet ouvrage, qui est un petit ouvrage, voilà, qui est la fin de la commune, ça fera la transition avec la commune au présent. C'est un travail extraordinaire et époustouflant. Époustouflant de recherche. Moi, ça m'a subjugué. Voilà. Je me suis dit, mais comment elle a fait, quoi. Voilà. Allez, je lui donne la parole, elle va nous dire comment elle a fait. Mais je vous garantis que c'est très, très étonnant. D'abord, il n'est pas si petit que ça, parce que ça, c'est le retirage. Parce qu'il se trouve que ce livre a eu pas mal de succès. Et donc, on a fait un retirage tout de suite. Et Libertalia a changé le papier, donc il est devenu plus petit. Bon, enfin, il y a quand même, si je me souviens bien, 250 pages. Donc, c'est pas si petit que ça. Voilà. Alors d'abord, je vais revenir sur le personnage qui a les pieds. Voilà. Donc, comme une rivière bleue, c'est un roman historique. Un roman historique, c'est un roman, et un roman, comme tout objet, c'est un objet historique. C'est-à-dire que je ne vais pas faire semblant que ce roman, il n'a pas été écrit maintenant. Je ne vais pas faire semblant qu'il a été écrit en 1871. Comme il y a beaucoup d'auteurs qui essayent de faire ça, de faire croire que c'est éternel, je ne sais pas, j'ai voulu mettre les points sur les i, et c'est pour ça que le narrateur de cette histoire a les pieds dans le Paris de 2017 et la tête dans la commune. Ça lui permet de se promener dans les quartiers voisins, là, et ça me permet de montrer ma conscience historique dans les rues de Paris par rapport à ce qui se passe à la commune. Bon, ça c'est juste un détail. Ouais. Alors, la semaine sanglante. Alors, le problème avec la commune, comme j'ai dit, c'est ce qui m'intéresse, c'est tous ces inconnus. Parmi tous ces inconnus, il y en a beaucoup qui ont été tués pendant la semaine sanglante, pendant la guerre civile, avant, et puis pendant la semaine sanglante. Il y en a énormément qui sont des disparus, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'acte de décès, des gens dont les familles ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Et bon, moi, c'est un truc qui me touche. Et je pense que tous ces gens qui ont mené ce combat, qui ont pris la parole, qui se sont exprimés dans les clubs, etc., on n'a pas à les laisser disparaître encore une fois en affirmant qu'ils ne sont pas morts. Or, quand vous dites qu'il y a eu 6500 morts pendant la commune, pendant la semaine sanglante, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de refaire disparaître des milliers de gens, en tout cas. Et ça, moi, ça m'offusque beaucoup. Et donc, j'ai été très, très surprise quand j'ai commencé à travailler là-dessus de voir qu'il y avait eu aucun travail historique qui avait été mené sur cette histoire de la semaine sanglante depuis 1880, date de parution du livre de Camille Pelleton, La Semaine de mai, que ce même livre n'avait jamais été réédité depuis, alors que quand vous lisez les journaux dans les années 30, 40, 50, quand ils sont en train de parler de la montée au mur, comme a évoqué Roger tout à l'heure, tout le monde vous dit il faut lire La Semaine sanglante, c'est dommage, ce livre est introuvable. Vous lisez ça dans l'Humanité, par exemple, tout le temps. Et pourtant, il n'y a pas eu de travaux là-dessus. Donc, il n'y a pas eu... Donc on était avec la chose suivante. En 1879, il y a un écrivain réactionnaire, un historien réactionnaire qui dit il y a eu 6667 morts, Maxime Ducamp. Après, l'année suivante, il y a un autre historien, un journaliste, Camille Pelletan, qui vous dit non, il y en a eu 30 000. Et puis maintenant, on est là, puis rien ne s'est passé, puis on ne sait pas. Et puis, du coup, dans les années 2010, il y a un historien britannique qui s'appelle Robert Tombs qui vous dit finalement, c'est Ducamp qui avait raison. Bon, alors moi, ça m'a un peu gênée parce que... Enfin bon, ça m'a gênée, quoi. J'ai expliqué pourquoi. Bon, donc j'ai voulu voir ce qu'il en était. Il se trouve que, par chance, les archives de Paris avaient mis les registres d'inhumation des cimetières en ligne, parce que normalement, sinon, il faut aller les voir dans chacun des 17 cimetières de Paris, donc c'est compliqué. Et comme j'étais à Strasbourg en plus, voilà. Donc j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dans les registres d'inhumation. J'ai vu que c'était registre d'inhumation, c'est un mort arrive au cimetière. Normalement, il arrive dans un cercueil avec un acte de décès, et puis on écrit
qui est cette personne, le numéro de l'acte de décès, puis on écrit où on l'a mis, parce qu'il faut pouvoir le retrouver. Et puis là, c'est pas du tout ce qui se passe, parce qu'il arrive des fois 500 corps inconnus qu'il faut enterrer, évidemment. Ça, on ne peut pas faire autrement. Et puis, on ne sait pas qui c'est, il n'y a pas d'acte de décès, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des cimetières où ils notent qu'ils ont enterré 500 inconnus, puis il y a des cimetières et ils ne savent pas, alors ils ne notent pas. Bon, donc c'est très compliqué. Je me suis aperçue que c'était très compliqué et qu'on ne pouvait pas compter les morts comme ça. Et donc je suis allée aux archives et puis j'ai regardé différents dossiers de la direction des cimetières, du service de la voirie. On a trouvé des archives de pompes funèbres. Bon, j'étais une partie du temps à Strasbourg, donc j'ai été aidée par un historien à Paris qui s'appelle Maxime Jourdan, qui est allé voir aux archives des fois pour moi. Et grâce à ça, j'ai pu écrire ce livre qui rend compte pas seulement de ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le nombre des morts. On sait très bien qu'on ne peut pas dire combien il y a eu de morts exactement, mais qu'on peut dire qu'il y en a eu au moins 10 000 qui ont été enterrés dans les cimetières à Paris, sans parler de tout le reste. Et donc le chiffre de 30 000 qu'avait donné Camille Pelletan est assez raisonnable. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, et c'est comme ça que je l'ai écrit. C'était assez compliqué parce qu'on ne pouvait plus aller aux archives. Puis j'étais la plupart du temps à Strasbourg, confinée, mais enfin bon, heureusement, grâce à des médias comme ceux avec lesquels on parle avec vous aujourd'hui, et grâce au téléphone et au mail, j'ai pu quand même régler pas mal de questions. J'ai quand même réussi à aller voir, à toucher le registre d'inhumation du cimetière du Père-Lachaise, parce que celui-là, il avait été tellement trafiqué que je comprenais rien à ce que je voyais sur le registre en ligne. Il a fallu que j'aille le regarder avec un archiviste sur place pour qu'on comprenne à peu près ce qui s'était passé. Voilà. Donc bon, après, le jour où le livre est paru, mon ami Maxime a pu aller consulter les registres de la morgue que je n'avais pas pu consulter. Et donc, dans cette édition plus petite, il y a 2 pages en plus sur lesquelles j'explique ce qu'il y a dans les registres de la morgue, qui sont à la fin. Voilà. Bien, je vous remercie. Ludivine Bencini, on va parler un petit peu de la commune au présent. Hein, puisque c'est le titre de votre ouvrage. Effectivement. Donc vous écrivez à ces femmes, à ces hommes, vous nous rappelez un petit peu leur vie, leur parcours, etc. Et puis progressivement, vous leur dites ce qui s'est passé après. Voilà. Et quelle trace de leur œuvre est restée dans l'histoire qui a suivi. Alors, c'est disparate, ça va partout. Hein. Alors là, j'ai retrouvé 68, j'ai retrouvé les Nuits debout, j'ai retrouvé les Gilets jaunes, j'ai retrouvé les femmes kurdes, j'ai retrouvé une commune au Mexique, j'ai retrouvé les ZAD, j'ai retrouvé les grandes grèves quand même, hein, ouvrières, le mouvement MeToo, Black Lives Matter. Voilà. Vous faites référence dans chacun de ces courriers à tous ces passages d'une histoire plus ancienne et puis de moments beaucoup plus contemporains. Et vous avez envie de leur dire ce que vous avez réalisé, fait toujours référence aujourd'hui régulièrement. Il y a des références à la commune dans les mouvements, y compris très contemporains. Et puis leur dire que le peuple est capable régulièrement de se soulever, de sortir dans la rue, de manière plus ou moins impromptue, hein, face aux injustices et à certains éléments déclencheurs. Vous avez marqué Tolbiac aussi, tiens, l'université de Tolbiac, j'habite juste en face, j'ai vécu Tolbiac, voilà. Et j'ai envie de vous poser cette question-là. Voilà, comment vous faites cette transition entre la commune, ce qu'elle a porté, ses idéaux, et puis ce qui a traversé l'histoire jusqu'à l'histoire contemporaine? Merci beaucoup de cette lecture très attentive et attentionnée. Je suis très touchée. Oui, en fait, ça paraît pas du tout artificiel parce que j'imagine que les amis et amis de la commune, avec Roger, ont cette conscience-là. Eux et elles ont tenu dans la durée, dans la ténacité.
Et on sait qu'au mur des fédérés, voilà, parfois, il y avait toujours des gens qui étaient là, hein, courageux, etc. Mais il y a eu des moments de creux quand même dans la référence à la commune. Et puis, je dirais, depuis une dizaine d'années, et c'est pas anodin évidemment, ça correspond à un contexte social et politique, on cite à nouveau la commune. Alors, parce que la question de la démocratie se pose à nouveau dans leur pleine force. On a de plus en plus conscience que cette démocratie représentative, elle n'est pas forcément toujours représentative, justement. Et donc, on a vu tous ces mouvements, justement, interroger la question de la démocratie, de la justice, enfin, de tous ces idéaux dont on a parlé. Moi, j'avais eu la surprise, mais c'était vraiment incroyable comme coïncidence, il y a quelques années, en 2017, en allant à Athènes, et je logeais dans un quartier qui s'appelle Exarcheia, qui est un quartier très libertaire, et où, d'ailleurs, il y avait beaucoup d'auto-organisation par le bas, y compris sur le plan de la santé, des dispensaires, voilà, de santé gratuite, des assemblées. Bon, comme il fait beau, souvent, pas toujours, mais il fait beau, et donc on peut installer quelques chaises là dans un jardin, et hop, il y a une assemblée, il y a une cité, une petite cité, quoi, comme dans la tradition de la Grèce antique, qui se met en place. Et bien, dans une toute petite rue où je logeais, dans Exarcheia, le soir, les rideaux des boutiques sont fermés, et je vois quoi? Je vois sur un rideau de boutique, un rideau de fer, là, enfin un rideau de fer, oui, une fresque de Tardy, voilà, sur la commune de Paris. Donc c'était quand même assez fabuleux. Et puis en fait, comme beaucoup, évidemment, je suis allée aussi à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et j'y ai vu l'importance que pouvait prendre la référence à la commune et aux communes dans leur pluralité. Il y a eu par exemple en 2016 à la ZAD 2 jours qui ont été consacrés à une réflexion mais très vivante, voilà, c'était pas du tout uniquement théorique, sur la commune, les communes, y compris en allant chercher d'autres exemples historiques que ceux qu'on connaît en Europe, et bien sûr la Commune de Paris, et puis la Révolution espagnole, mais aussi toutes ces sociétés sans État d'Amérique latine, et c'est aussi la raison pour laquelle aller du côté du Chiapas, aller du côté de Oaxaca, au Mexique, voir ce qui se passe également dans les communes du Venezuela, hein, avec cette articulation difficile entre le pouvoir, le chavisme, et puis les communes auto-organisées par le bas. Voilà. Ce sont autant d'exemples qui revivifient la matrice, le projet, et je suis d'accord avec ce que disait Roger tout à l'heure sur non pas le programme mais le projet du commun. D'ailleurs, cette thématique des communs, on l'a vu beaucoup ressurgir là aussi depuis à peu près une dizaine d'années, parce que la question de la démocratie, elle se pose non pas seulement du point de vue institutionnel, on va dire du point de vue politique, mais elle se pose également sur le plan des rapports de production. Et par exemple, quand on examine ce qui existe alors dans des conditions d'hostilité absolue, et qui font penser justement à la commune de Paris, qui a été tout de suite confrontée à une guerre civile, ce qui existe dans le Kurdistan syrien, c'est-à-dire donc au Rojava, le confédéralisme démocratique. Voilà, les assemblées communales, comme au Chiapas, discutent de ce qu'il s'agit de produire, ce dont on a besoin, quels sont les besoins, comment on peut les réaliser, dans une logique qui est à la fois anticapitaliste, féministe, écologiste. Et donc, ça rejoint. Il y a des filiations, il y a vraiment des filiations que l'on peut retrouver avec la Commune de Paris. Chez les Gilets jaunes, oui. Alors, évidemment, tous les Gilets jaunes ne connaissent pas la Commune. Et la principale référence, on le sait bien, historique, c'était la Révolution française. Et on le sait tout autant, les Gilets jaunes n'ont rien d'homogène du point de vue, justement, de leurs références, de leurs valeurs, de leurs idéaux, etc. Il y a des idéaux, bien sûr, communs qui forment là aussi un socle. C'est pareil, la justice sociale, la question des services publics, la question de la démocratie retrouvée. Mais il y a une partie des Gilets jaunes, cette partie des Gilets jaunes notamment qui s'est organisée par le bas dans des assemblées, qui sont partis notamment de Commercy, dans la Meuse, et c'est pas anodin, parce que Commercy c'est une ville
avec une longue tradition ouvrière. C'est une ville aussi qui subit une vraie pauvreté. Hein. Il y a 25%, je crois, de la population de Commercy qui est proche du seuil de pauvreté. Et en même temps, c'est un endroit où on se bat vraiment. Enfin, c'est impressionnant ce qui se passe à Commercy, ce qui se passe à Bure, pas très loin. On retrouve les mêmes personnes. D'ailleurs, Gilets jaunes de Commercy, Bure avec l'opposition à l'enfouissement des déchets, comme vous le savez. Donc aussi une forme de ZAD. D'ailleurs, il va y avoir le procès de certains d'entre eux à partir du 1er juin. Allons à Bar-le-Duc pour les soutenir le 1er juin. Eh bien, voilà, ces assemblées, des assemblées à Commercy, à Saint-Nazaire, la Maison du Peuple, ont cité la commune. Et avec cette référence aussi à l'idée que, voilà, on ne veut pas de dirigeants. Roger a eu vraiment raison d'insister tout à l'heure sur la question des mandats, les mandataires. Voilà. Les élus de la commune, ils sont mandatés. Tout comme au Chiapas, ces mandats sont révocables, ils sont tournants. On refuse la professionnalisation de la politique. Roger le disait aussi tout à l'heure, les membres du conseil de la commune ne sont pas des professionnels de la politique. Je citerai Jérôme Bachet, qui connaît très bien, un historien, mais qui vit au Chiapas, donc chez les zapatistes du Mexique, qui parle d'une déprofessionnalisation de la politique et qui parle aussi d'une organisation non capitaliste de la vie. Et bon, du côté des Gilets jaunes, alors encore une fois, voilà, hein, on sait très bien que beaucoup de Gilets jaunes ne connaissent pas la commune, comme une majorité de personnes ne connaissent pas ou très peu la commune pour les raisons qu'on sait, c'est-à-dire que ça a été introduit très tardivement en 4e et en première dans les programmes scolaires. Quand vous regardez les manuels, parfois on se dit mais il vaudrait peut-être mieux ne pas en parler, parce que quand c'est un paragraphe qui parfois renvoie dos à dos les Versaillais et la commune, presque un partout la balle au centre, pardon d'exprimer ça de manière un peu cynique et brutale, mais oui, bon, il y a eu des massacres de la semaine sanglante, mais de l'autre côté il y a eu des otages, donc exécutés. Bon, c'est bon. Évidemment, les enseignantes et les enseignants peuvent faire bien d'autres choses dans les classes. Hein. Là, je parle vraiment des manuels et de certains manuels. Donc, beaucoup de gilets jaunes ne connaissent pas forcément la commune, mais il y a eu quand même cette référence à la commune chez certains d'entre eux, et que l'on retrouve. On les a retrouvés sur le dos des gilets. Référence à Louise Michel, référence à la semaine sanglante. Les mauvais jours finiront. Gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Et puis, on les a vus encore récemment sur des banderoles dans les manifestations contre la loi sur la contre-réforme des retraites. On l'a vu encore le 8 mars dans des slogans féministes où on a beaucoup cité Louise Michel. On a vu des choses... moins de Jean-Michel, plus de Louise Michel, donc Jean-Michel Blanquer, moins de Blanquer, plus de Blanqui, des choses comme ça. On a vu sur des banderoles à Marseille, par exemple, grâce à une photo que Michael Correa avait prise à Marseille. Vous savez, pendant le premier confinement, il y avait plein de banderoles aux fenêtres. Il y en avait une qui disait « Après le Covid, la commune ». Pendant les mouvements contre la contre-réforme des retraites, j'avais pris une photo avec une grande banderole qui était tenue par des gilets jaunes, mais pas seulement. Il y avait aussi voilà, enfin, c'était parfaitement compatible d'ailleurs, je pense, des camarades syndiqués qui disaient ni Macron ni personne, vive la commune. Bon, donc une référence qui est prégnante, etc. Moi, j'étais allée en janvier 2020 à Commercy, justement, où il y avait eu la commune des communes, qui avait rassemblé environ, enfin, un peu plus de 200 personnes sur la base de voilà, qu'est-ce que sont les expériences communal au sens fort, c'est-à-dire c'est pas seulement le municipalisme, c'est pas seulement faire des listes citoyennes, ça peut être ça, mais ça peut être d'autres choses aussi, des récupérations, des brigades de solidarité populaire, des formes de coopératives, etc. Et donc le thème des communs, je le disais rapidement, c'est vrai qu'il ressurgit beaucoup. Et tout à fait entre nous, je pense que... Enfin, tout à fait entre nous, on n'est pas absolument entre nous avec ces caméras, mais il me semble quand même que c'est pour éviter le mot communisme, et peut-être que c'est dommage, peut-être que du coup, enfin, quand on dit les communs, oui, bah, au fond, ce que vous voulez, ce qu'on veut avec les communs, c'est quoi d'autre que du communisme? Mais on sait pourquoi le mot a été tellement abîmé. Simplement, voilà, je pense que c'est un mot et une réalité qui reste aussi une espérance. Alors voilà, bon, je le dis tranquillement, donc peut-être qu'il faut inventer d'autres mots. Hein. Certains parlent justement de communalisme, certains parlent d'écommunisme, et en mêlant, voilà, bon, il y a écosocialisme, écommunisme, etc. Bon, faut-il inventer d'autres mots? Pourquoi pas, mais celui-là est quand même très beau. Merci beaucoup.
Mais ça nous fait de belles traditions, Roger. Je vais passer à toi. Le spécialiste du communisme. Si on regarde la trajectoire du mouvement ouvrier, au mouvement révolutionnaire, la référence à la commune, on se rend compte d'ailleurs, je pense que ton ouvrage, tu le dis quelque part un petit peu comme ça, cherche aussi à apaiser le débat et à le reposer ensemble, parce qu'il y a eu des interprétations, il y a eu des accaparations de la commune, où chacun y prend un petit peu ce qu'il arrange, et voilà. Donc je fais des références toi aussi historiques, la révolution russe, mais une accaparation différente entre Lénine, Staline, forcément, Shanghai de 27, Barcelone de 1936, etc. Et tu dis, comment peut-on légitimer encore et toujours la valorisation persistante de ce mouvement? Moi, il y a un passage dans ton ouvrage que je trouve important, je sais peut-être moi, mais tu dis il y a 50 traits qui sont suggérés dans ce livre, je dis, hein, et j'en ai choisi un, parce que les futurs lecteurs découvriront les 4 autres, mais tu dis la commune relève d'un pari qui consiste à raccorder les sphères que la société bourgeoise a historiquement dissociées, et ces sphères sont l'économique, le social, le politique et le symbolique. Voilà. Je trouve que ce passage est important si on veut mettre la commune au présent et si on regarde ce trait particulier de la commune. Et puis j'ai envie de parler des Versaillais, quoi, avec toi aussi, parce que les Versaillais sont encore nombreux. Voilà. Nous parlons de la commune et nous, quelque part, nous la célébrons, ou nous la valorisons, mais aujourd'hui, les Versaillais sont à la tête des grands médias, à la tête de grands groupes. Certains sont à l'Assemblée nationale, d'autres au Sénat. Il y a même des Versaillais à la mairie de Paris. Hein. Quand on voit le front qui s'est élevé contre toute forme de commémoration de ce 50e anniversaire à la mairie de Paris, on le mesure aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc il y a une volonté quand même de retirer la commune de l'histoire, de la faire tomber dans l'oubli ou dans les oubliettes de l'histoire. Pourquoi en est-on venu là? Voilà, alors, 2 questions. Hein. Oui. L'utilisation de la commune, ou des fois, quelquefois, oui, quelquefois quand même, ça a été un petit peu instrumentalisé, la commune, dans le mouvement ouvrier ou politique qui ont suivi, et puis aujourd'hui, les Versaillais, quoi. Mais vous pouvez répondre après aussi sur les Versaillais, si vous le voulez. Hein. On va pas tarder à s'arrêter. Oui, mais tu sais, tu as très bien posé le problème. Hein. Moi, je ne crois pas qu'on puisse recopier la commune. Je ne le crois pas en général. C'est en histoire, chaque fois qu'on veut copier, reproduire, en règle générale, on se plante. Parce que l'histoire, c'est fait tout à la fois de strates passées, de mémoire, et en même temps, par définition, les sociétés n'étant pas immobiles, l'histoire n'étant pas immobile, c'est de la création, c'est de l'invention. Mais en tout état de cause, si on veut inventer aujourd'hui dans la bonne direction, et on en a besoin, on y reviendra, il faut en tout cas se vouloir héritier de la commune. Non pas copieur de la commune, mais héritier de la commune. Je crois que tu as raison de dire qu'il y a une première motivation, j'allais dire basique pour le faire, c'est que il y a des héritiers des Versaillais. Bon. Et donc, ne serait-ce que parce qu'il y a des héritiers des Versaillais, il faut bien qu'il y ait des héritiers des communards. Et les héritiers des Versaillais, il n'en manque pas. Et je dirais même, il y a même un retour des Versaillais sur le devant de la scène. Il y a quelques années, une vingtaine d'années, la droite elle-même avait mis un peu d'eau dans son vin et commençait timidement, mais commençait à intégrer la commune finalement dans la mémoire nationale à sa manière, mais un tout petit peu une intégration. Et là on assiste à un mouvement inverse, mais ça n'est pas un hasard, c'est dans l'air du temps. Le fond du fond de la commune, ben c'est l'égalité, la citoyenneté, la solidarité, le partage, le bien commun. Ben, nous sommes aujourd'hui conduits, j'allais dire, dans des dominantes qui nous amènent exactement au sens inverse.
Et donc les Versaillais aujourd'hui, quand ils combattent la commune, les Versaillais d'aujourd'hui, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Parce que l'esprit de la commune, c'est ce qui permet, c'est ce qui aujourd'hui incite à combattre à la fois les inégalités, l'autoritarisme, l'obsession sécuritaire et l'apologie de la concurrence, de la jungle et de la loi du plus fort. Or, c'est vers cela qu'on veut nous tirer. Donc, il faut être, j'allais dire, héritier de la commune, parce qu'il y a des héritiers des Versaillais. Et il faut être héritier de la commune aujourd'hui, parce que d'une certaine manière, il y a toujours eu des héritiers de la commune depuis que la commune, officiellement, a été tuée à coups de chasse-peau et de mitrailleuses, comme le disait la chanson. Parce qu'en fait, on sait très bien que depuis 1871, chaque fois que quelque part s'est construit un mouvement de refus des injustices, de désir de quelque chose d'autre, d'envie d'aller vers une société qui n'est pas une société de concurrence, de rapport de force, d'inégalité, mais spontanément, le souvenir de la commune est venu. On l'a vu de manière universelle et pas simplement en France. Il y a le mouvement ouvrier, bien entendu, européens, français et européens, qui se sont référés à la commune et pas seulement. La commune, on l'a retrouvée, évidemment, tout naturellement, en 1905 et en 1917 en Russie, en 1927 à Shanghai, en 1936, évidemment, en Espagne et à Barcelone. On l'a retrouvée à plusieurs reprises dans l'après-guerre. Dès l'instant où il y a des mouvements d'émancipation, la commune revient sur le devant de la scène. Et Ludivine a tout à fait raison, a eu tout à fait raison tout à l'heure avec le mot d'émancipation. C'est, au départ, la commune, c'est la chose du mouvement ouvrier. C'est autour de la référence à la mémoire de la commune que se structure une conscience du mouvement ouvrier. Mais petit à petit, j'allais dire, le mouvement ouvrier n'est plus le seul sur le terrain des luttes pour l'émancipation. Et ce que je trouve intéressant, y compris dans tous les exemples qu'a cité Ludivine, c'est que, au-delà du mouvement ouvrier, tous les mouvements pro-émancipation se réfèrent à la commune. Et je trouve que c'est naturel. C'est naturel d'abord parce que la commune, c'est un bel exemple, comme on l'a dit, pour ce qu'elle a fait, pour ce qui était son projet, pour ce qui était, encore une fois, cet idéal de la bonne ou de la vraie République, de la République démocratique, sociale et universelle. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de cette boussole dans la société dans laquelle nous vivons, si nous voulons, encore une fois, que de la colère ne sorte pas le pire, c'est-à-dire le choix, malheureusement, aux solutions d'extrême droite. On a besoin de cette référence. Et dans la commune, en plus, il y a quelque chose d'attirant. La commune, on l'a dit, c'est une révolution. C'est une de la longue chaîne des révolutions. Mais c'est une révolution que, j'allais presque dire, sa brièveté a préservé du détournement des révolutions. Et quand, dans des sociétés qui sont des sociétés qui ont besoin de rêver, on a connu tellement au XXe siècle de révolutions qui ont été détournées de leurs valeurs et de leur idéal. Il y a quelque chose dans la commune qui a la pureté du cristal. C'est le mouvement pour l'émancipation par ceux-mêmes construite par en bas, à la fois par en bas et par en haut, et une révolution de ce fait qui, jusqu'à sa mort, reste fidèle à ce qui est sa ligne de conduite. Et il y a donc de ce point de vue, dans, j'allais dire, la beauté de la commune, parce que la politique, c'est pas simplement du discours abstrait. Au fond, d'une certaine manière, le martyr de la commune contribue à grandir son image et en fait toujours quelque chose qui lui donne sa valeur. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a dans cette commune à la fois de quoi réfléchir et de quoi rêver. Moi, je ne sépare pas les deux. Et dans le réfléchir, tu as raison, moi, je trouve que ce qui est peut-être l'une des choses les plus intéressantes, c'est cette idée que si l'on veut changer la société, on ne peut pas la prendre par un bout seulement. Et que l'on doit bien agir en même temps
sur l'économique, sur le social, sur le politique, sur l'institutionnel et sur le symbolique. Le symbolique, ça peut aller jusqu'à ce luxe communal qu'évoquait la Fédération des artistes et des communards. C'est la société comme un tout. Et c'est cette idée que l'égalité ne peut pas... comment dire, que la démocratie, ce n'est pas simplement une question institutionnelle. Que si la démocratie est seulement représentative, qu'elle n'est pas participative, incitative ou directe, d'une manière ou d'une autre, elle reste une démocratie infirme. Que si la démocratie s'arrête aux portes de l'entreprise, c'est une démocratie qui est une démocratie mutilée. Or, les communards, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, en sollicitant officiellement les chambres syndicales ou l'Union des femmes, font entrer les représentants de la société dans la loi de la gestion. On aurait pu citer aussi, tiens, c'est un exemple qui n'est pas sans conséquence aujourd'hui, les marchés publics pour la commune sont soumis à un certain nombre de contraintes. La contrainte, c'est d'abord, par exemple, de privilégier les coopératives ouvrières dans l'attribution des marchés publics et de soumettre l'attribution des marchés publics à des contraintes de salaire, c'est-à-dire à des droits sociaux. Voilà, il y a là quelque chose qui, au fond, faire entrer le social dans les règles de la gestion, c'est quelque chose, évidemment, qui aujourd'hui encore est d'une subversion extraordinaire. Et derrière, encore, la démocratie, encore une fois, j'allais presque dire, l'égalité sans la citoyenneté est infirme, en sens inverse. Voilà. Et ce symbolique, effectivement, la commune considère que dans cet esprit d'émancipation, que de s'émanciper de toutes les forces qui, à un moment donné, freinent l'émancipation est un devoir public, quelles que soient ces forces, qu'elles soient politiques ou religieuses, d'où la séparation de l'Église de l'État. Certes, les communards étaient certainement, en tout cas pour beaucoup, plutôt anticléricaux, il faut dire ce qui est, et pas toujours de manière subtile, donc très anticléricaux. Mais ce qui est important, surtout, ce n'est pas la dimension anti, c'est le fait qu'à un moment donné, ce que défendront d'ailleurs en 1905, c'est significativement des héritiers de la commune qui portent la loi de 1905, brillant à l'époque où il est encore lié au socialisme, et Jaurès. C'est cette idée, la séparation de l'Église et de l'État, c'est ce qui permet d'émanciper l'État de la tutelle de la religion, mais qui permet aussi d'émanciper la religion de la tutelle de l'État. Voilà. Eh bien, je trouve là qu'il y a donc dans cette vision globale de la commune quelque chose qui aujourd'hui est une piste, alors pour le coup, de réflexion. La commune est donc une réserve d'expérience, c'est une source de réflexion, j'allais dire intellectuelle. Ludinet en a cité beaucoup, et après, comme tu le disais, la commune n'appartient à personne, donc chacun est autorisé à trouver dans la commune des éléments pour nourrir sa propre pente. Voilà. Et incontestablement, il y en a. Voilà, il y en a. Et donc, c'est une source, à un moment donné, de réflexion, et c'est en même temps une source d'enthousiasme. Et encore une fois, la politique, ce n'est pas simplement une activité cérébrale, c'est aussi, à un moment donné, un désir. Voilà, la commune a été une fête, ça a été l'expression, à un moment donné, d'un désir d'être, de vivre, de ne pas simplement subir, mais de devenir pleinement acteur de l'histoire. C'est tout ça, pour moi, qui fait qu'il faut être, encore une fois, héritier de la commune, ce qui ne signifie pas, on ne va pas tous s'habiller en fédérés communards de 1871. Enfin, le 29, si vous voulez vous déguiser, vous le ferez, hein, vous serez les bienvenus. Je te remercie. Nous avions fixé 15h30. Je crois qu'on est très en retard. Michel Audet a d'autres rendez-vous et je pense va devoir nous quitter. Peut-être une réaction dans la salle s'il y a nécessité. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter nos deux auteurs et notre auteur aujourd'hui. Et elles nous expliquaient à leur façon ce qu'était la commune. Je ne peux que vous inciter toutes et toutes à lire ces ouvrages
Ce sont des ouvrages magnifiques et des ouvrages que vous aurez un plaisir complet à lire, parce que c'est vraiment une lecture qui se fait très facilement et qui se fait dans un grand plaisir. Je vous remercie tous les trois. Hein. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis à très bientôt, puisque le 25, ici même, nous avons des rencontres d'auteurs qui seront essentiellement axées sur la bande dessinée, avec une représentation théâtrale qui paraît magnifique, La Plume et le Fusil. Je ne l'ai pas encore vue, mais il paraît que c'est une représentation théâtrale magnifique à partir justement d'écrits de Louise Michel. Et puis alors, le 29 mai, hein, à partir de 10h, tout sur la place de la République, et à 14h, tous ensemble vers le mur des fédérés, et nous célébrerons ensemble la commune, et nous allons faire une grande et belle manifestation pour justement rendre honneur à ces femmes et à ces hommes qui ont fait la commune. Merci beaucoup. Et vive la commune. Et vive la commune.